Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les principaux titres de ce journal. Un sommet de la CEDEAO s'ouvre ce dimanche 9 juillet en Guinée-Bissau. Au cœur de ce sommet des chefs d'État ouest-africains, les transitions politiques en cours au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Face aux attaques terroristes, les écoles ferment les unes après les autres au Burkina Faso. Au-delà du traumatisme subi par les enfants lors des attaques, c'est aussi leur avenir qui est en péril. Un festival culturel pour promouvoir la paix au Soudan du Sud. L'initiative est soutenue par la mission des Nations Unies afin d'aider les populations sud-soudanaises qui ont connu plus de 5 ans de guerre civile. L'IGAD, le bloc régional d'Afrique de l'Est, lance un appel au général Abdel Fattah al-Burhan et au général Mohamed Hamdan Daglo. Un appel à des pourparlers lundi 10 juillet. Pour l'heure, la réponse des deux généraux soudanais est attendue alors que la guerre se poursuit au Soudan, un conflit sans répit depuis le 15 avril 2023. L'Égypte, qui accueille de nombreux réfugiés soudanais, plaide aussi pour une rencontre rapide. Le Caire a appelé à une réunion des États voisins du Soudan jeudi 13 juillet. Depuis le début de la crise, ce sont les États-Unis et l'Arabie saoudite qui assurent la médiation afin de mettre fin à cette guerre qui oppose l'armée régulière aux forces du général Hemeti. Des combats d'une violence qui prend une tournure de plus en plus inquiétante. De hauts responsables de l'ONU dénoncent depuis quelques jours la hausse des violences, notamment sexuelles, contre les femmes et les filles, prises donc au piège de cette guerre qui a fait au moins 2000 morts et plus de 2,5 millions de personnes déplacées. Les transitions politiques au Burkina Faso, au Mali et en Guinée, au menu du sommet des chefs d'État de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui s'ouvre ce dimanche 9 juillet à Bissau. La situation sécuritaire du Burkina Faso devrait également être à l'ordre du jour. Le Burkina Faso, toujours en proie aux attaques terroristes, pays également en attente de l'élection présidentielle qui doit mettre un terme à la période de transition. Cette élection est prévue en juillet 2024. La CEDEAO attend du pouvoir burkinabé des précisions au sujet du calendrier électoral. Une attention particulière sera également portée sur le Mali, où le scrutin référendaire a été entaché d'accusations de fraude et où le départ annoncé de la MINUSMA suscite certaines inquiétudes. Le gouvernement égyptien lance un programme visant à renforcer le secteur des hydrocarbures. Il s'agit d'un programme portant sur le forage de nouveaux puits de pétrole. Et pour ce faire, une enveloppe de 1,8 milliard de dollars est débloquée pour forer des puits d'exploration de gaz naturel dans la mer Méditerranée au niveau du delta du Nil. L'annonce a été faite par le ministère du Pétrole. Les précisions de Marie-Raphaël Antelo. Le 5 juillet, les autorités égyptiennes ont lancé un programme de 1,8 milliard de dollars pour forer des puits d'exploration de gaz naturel dans la mer Méditerranée et le delta du Nil. Ce nouveau programme a pour objectif de forer 35 puits d'exploration d'ici 2 ans, dont 21 au cours de l'exercice 2023-2024 et 14 en 2024, selon le ministre du Pétrole Tarek El Molla. Offshore activities were very well planned with our strategic partners. Les activités d'offshore étaient très bien planifiées avec les partenaires stratégiques et nous avons une campagne puissante du système d'exploitation de forage qui a débuté en mai 2022 et a été étendue jusqu'à la fin de 2024. And is being extended and expanded till end of 23 and 24. Le 15 décembre 2022, l'Égypte avait officiellement annoncé la découverte d'une importante réserve de gaz naturel dans l'un des sites offshore en Méditerranée orientale. Toutefois, le bulletin Middle East Economic Survey publié au début du mois de décembre 2022 indiquait que le puits contenait 3,5 milliards de pieds cubes de gaz naturel. En 2021, l'Égypte disposait de réserves de gaz naturel avérées atteignant 2209 milliards de mètres cubes et produisait plus de 79 milliards de mètres cubes. Le pays a exporté environ 12 milliards de mètres cubes de gaz en 2021, soit 58% de plus par rapport à 2020 et près de 3 fois plus qu'en 2019. Energy efficiency will allow us
saving costs. L'efficacité énergétique va nous permettre d'avoir une production plus efficace qui va nous permettre de conserver davantage nos gaz naturels qui, lors de l'export, va nous générer plus de revenus. Which will be able to export, generating more revenues. Selon le ministre du Pétrole, avec ce programme, l'Égypte prévoit de renforcer sa capacité de production de gaz en développant plusieurs champs d'exploration en mer Méditerranée, dans le delta du Nil et dans le désert occidental. D'après le ministre du Pétrole égyptien, ce sont 284 nouveaux gisements qui ont été découverts au cours des 5 dernières années. Son économie repose encore essentiellement sur l'exploitation pétrolière. Il s'agit de l'économie tchadienne, dont la structure est en quête de diversification. L'économie tchadienne est en effet largement dépendante de la production de pétrole, c'est 20% du PIB. Ce territoire est pourtant l'un des pays d'Afrique les mieux dotés en ressources naturelles. Pour inverser la tendance, eh bien, le gouvernement annonce vouloir développer son secteur minier. Reportage notre correspondant Mahamat Ramadan. Le Tchad veut miser sur la modernisation et l'industrialisation du secteur minier pour diversifier son économie trop dépendante des ressources pétrolières. Les autorités ont annoncé la création de 4 usines d'exploitation, de transformation et de commercialisation des ressources minières telles que l'or, le cuivre, le plomb, le zinc et le nickel destinés à l'exportation. Pour atteindre ces objectifs, le ministre des Mines et de la Géologie compte sur les avantages accordés par les textes miniers pour attirer les investissements étrangers. Le code minier tchadien prévoit d'abord un partage équitable de la rente et des revenus miniers entre l'État et les opérateurs. Ça, c'est très important. Il est très souple parce que les conditions d'accès des investisseurs étrangers aux activités de recherche sont d'abord accompagnées de fortes incitations et ils ne sont pas donc différents des conditions qui sont imposées pour les nationaux. Ça, c'est très important. En dépit des potentialités, les exploitations minières à travers le pays demeurent toujours artisanales et échappent quelquefois au contrôle de l'entité de régulation. Mais les autorités estiment que l'exploitation artisanale des mines aux côtés des industries extractives à grande échelle pourrait contribuer à augmenter les revenus des populations locales. Des guichets sont installés sur des sites de production minière pour prélever les taxes dues à l'État. Nous avons, depuis 6 mois déjà, créé un site pilote pour faire le recensement de tous les orpailleurs, leur octroyer des cartes d'accès dans ces couloirs d'orpaillage qui sont sécurisés par l'État. Nous faisons également l'accompagnement de tous ces artisans miniers parce qu'il faut les former techniquement pour une exploitation responsable et pour une utilisation aussi des produits non toxiques pour l'environnement. Pour rappel, des journées de promotion du secteur minier et des tournées de vulgarisation des potentialités minières au Tchad et à l'étranger, notamment en Europe et en Asie, sont organisées par le ministre chargé des Mines. Par ailleurs, le plan cadastral minier du pays est actualisé et mis à la disposition des opérateurs économiques intéressés par ce secteur. Human Rights Watch alerte sur les expulsions de migrants vers un désert proche de la frontière libyenne. Des centaines de migrants originaires d'Afrique subsaharienne se trouvent actuellement dans des conditions très préoccupantes dans une zone désertique du sud de la Tunisie, après avoir été chassés ces derniers jours de la ville de Sfax, après un déferlement de violence, après la mort d'un Tunisien lors d'une rixe. L'ONG exhorte le gouvernement tunisien à mettre fin aux expulsions des migrants africains vers cette zone désertique. L'organisation appelle aussi le gouvernement tunisien
à permettre d'urgence l'accès humanitaire à ces hommes et femmes qui ne disposent que de peu de nourriture et d'aucune assistance médicale. Notons que des discours de plus en plus xénophobes à l'égard de ces derniers se répandent depuis la déclaration du président Kais Saied en février dernier, déclaration dans laquelle il a présenté l'immigration clandestine comme une menace démographique pour la Tunisie. Près d'1 million d'élèves privés d'école et 30 000 enseignants qui ne peuvent plus travailler. C'est la situation au Burkina Faso, pays ravagé par l'insécurité provoquée par le terrorisme. Sur place, le nombre d'écoles fermées continue d'augmenter. 3 régions sont particulièrement concernées. On cite par exemple l'Est, où la crise sécuritaire entraîne également une crise de l'éducation. Samantha Saberou-Saboubanga. Selon un rapport de l'UNICEF Burkina Faso, plus de 6 000 établissements scolaires ont fermé à la date du 31 mai 2023 au Burkina en raison de l'insécurité. La fermeture des formations scolaires a affecté plus d'1 million d'enfants, révèle le rapport, soit une augmentation de 44% par rapport à la même période en 2022, où 4 258 établissements scolaires ne fonctionnaient pas. À cause de cette situation, plus de 30 000 enseignants ne peuvent plus travailler. Effectivement, c'est vraiment le contraste à des siècles, si je peux m'exprimer ainsi, parce que lorsque on voit la situation des écoles fermées de décembre 2021 à mai 2023 au Burkina Faso, les chiffres donnent le tournis parce que le secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence avait fait une comparaison. Alors, la comparaison donnait qu'au 31 décembre 2021, sous Rochma Christian Kaboré, il y avait 3 280 écoles fermées. Et le 31 mai 2022, sous le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, il y avait 4 258 écoles fermées. Et au 31 mai 2023, sous le capitaine Ibrahim Traoré, il y avait 6 149 écoles fermées. À la lecture de tes chiffres, il va sans dire que la lutte contre l'insécurité a du plomb dans l'aile. Le Burkina abrite désormais près de la moitié des écoles fermées en Afrique de l'Ouest et centrale pour cause d'insécurité. Pendant que 1762 établissements scolaires ont arrêté de fonctionner au Mali et 1344 en RDC, 878 au Niger et 3285 écoles au Cameroun, 181 au Nigeria, 13 en République centrafricaine et 134 au Tchad. Dernier ressort, c'est à l'armée, c'est à la population burkinabé, aux autorités compétentes d'assurer la protection des écoles afin que ces écoles ne ferment plus. Et je pense qu'il va sans dire que les autorités militaires, politiques et la société civile du Burkina Faso doivent avoir le recul nécessaire, poser le diagnostic qui sied afin de lutter efficacement contre le terrorisme. Cela va de la survie des générations futures parce que celui qui bâtit une école, qui fait qu'un enfant va à l'école, construit l'avenir. Depuis 2017, des groupes armés islamistes visent des enseignants et des écoles au Burkina Faso, invoquant leur opposition à l'éducation occidentale et aux institutions gouvernementales. On en vient maintenant à ce festival au Soudan du Sud, axé sur la sensibilisation et la promotion de la paix à travers l'art et la culture. L'initiative est soutenue par la mission des Nations Unies au Soudan du Sud. À Goureil, non loin de la capitale Juba, de nombreux festivaliers sont venus en grand nombre pour assister à des spectacles et autres représentations mettant en lumière le riche patrimoine culturel sud-soudanais. Kamesh Katapoulé. De la musique et de la danse pour fédérer toute une nation. Le Soudan du Sud organisait le 1er juillet un festival pour promouvoir la paix. Organisé à Goureil, près de la capitale Juba, ce rendez-vous culturel a rassemblé des milliers de personnes issues d'ethnies différentes. Plusieurs personnalités y ont répondu présentes, dont l'artiste W.J. The King, qui a insisté sur les notions de paix et de vivre ensemble. Mon message à mon peuple dans ce beau pays est que nous devons vivre ensemble. Il faut oublier le tribalisme. Nous devons oublier la division. Nous sommes tous sud-soudanais. Nous devons être solidaires pour réussir. S'il y a la paix dans ce pays,
Je pense que tout le monde progressera et que le pays se développera. Nous devons vivre en paix. Ce festival entre dans le cadre d'une campagne dénommée « La paix commence par moi », une campagne lancée cette année par la MINUS, la mission de l'ONU au Soudan du Sud, qui organise fréquemment des événements pour promouvoir l'unité dans ce pays meurtri par des années de guerre civile. Si depuis l'État sud-soudanais tente de se reconstruire, le contexte sociopolitique demeure fragile en raison notamment du retard constaté dans la mise en œuvre de l'accord de paix revitalisé de 2018. Un retard qui a poussé les autorités à prolonger la phase de transition. Cette campagne entend donner plus de voix aux Sud-Soudanais qui souhaitent participer davantage aux prises de décision. 2024 devrait être une année décisive pour le Soudan du Sud. Le président Salva Kiir s'est engagé à ce que l'élection présidentielle soit organisée l'année prochaine, un scrutin pour lequel il s'est d'ores et déjà porté candidat. Du sport également dans l'actualité, du football plus précisément ce matin avec un gros plan sur le Mali qui s'est qualifié vendredi pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 après sa victoire face à la Guinée au terme de la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 23 ans. Le point sur la rencontre avec Séverin Douqueux. La rencontre s'est dénouée au tir au but dans le duel ouest-africain qui opposait le Mali à la Guinée. Au-delà de la 3e place de la CAN U23, le match était aussi celui de la dernière place qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Au terme du temps réglementaire, avec un score vierge 0 partout, la Guinée s'est inclinée 4 buts contre 3 lors de la séance des tirs au but. On s'attendait à voir un jeu serré, les occasions de but on les a eues de part et d'autre, mais malheureusement aucune des deux équipes n'a pu faire la différence. Donc il fallait s'appuyer sur les tirs au but pour avoir le 3e ticket pour Paris 2024 et fort heureusement, les Maliens ont eu les nerfs assez solides pour pouvoir battre la Guinée. Cette équipe malienne aussi a mérité sa victoire parce qu'elle a poussé jusqu'au bout. Si la défaite de la Guinée, dont c'était la toute première participation à la CAN U23, lui fait passer à côté d'une qualification directe pour les Jeux Olympiques de Paris, l'espoir de participer à cette compétition demeure. Il faudra aux hommes de Morla et Silla une réussite dans le match de barrage qui les opposera à une équipe asiatique non encore connue. La dernière participation de la sélection de football de Guinée aux Jeux Olympiques date de 1968. L'Afrique a 3 places et demie pour les qualifications des Jeux Olympiques, ainsi que l'Asie, 3 places et demie. Celui qui sortira 4e des qualifications de l'Afrique, c'est-à-dire la Guinée, ainsi que le 4e du continent asiatique. Les deux joueront un match de barrage pour déterminer qui aura cette place pour les Jeux Olympiques. C'est pour ça qu'initialement on dit l'Afrique a 3 places et demie et l'Asie 3 places et demie parce que les autres demi, il va falloir le chercher dans l'autre continent. Donc on attend de voir les qualifications du côté de l'Asie. Le Mali détient le 3e billet pour Paris 2024 aux côtés de l'Égypte et du Maroc, les deux équipes en finale de la CAN U23. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.